Donc, je suis Cécile Fonrouge, directrice de l'INR-PME. L'INR-PME assure depuis une trentaine d'années des recherches sur l'entrepreneuriat et la PME. Nous sommes une trentaine de chercheurs et nous comptons, bien sûr, José Saint-Pierre et Crispin Inagogo comme chercheurs chez nous. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse la parole, euh, Annie Royer de l'Université de Laval, parce que je crois que c'est vous qui commencez. Et n'oubliez pas de fermer vos micros. Nous allons laisser parler les conférenciers une trentaine, 35, 40 minutes, puis nous aurons une phase de questions. N'hésitez pas à utiliser la conversation en direct ou le chat si vous avez des incompréhensions ou des questions qui surgissent pendant la présentation, mais nous réserverons les questions à la fin de la présentation. Voilà, merci. Merci encore pour votre belle présence à ces conférences INR-PME. Et je vous laisse la parole, Annie Royer. Bonjour et bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là. Je vois qu'il y a des micros qui ne sont pas éteints, donc n'oubliez pas de fermer vos micros. Merci beaucoup, Madame Fonrouge, pour cette introduction. Donc, on vient vous parler aujourd'hui de PME à forte croissance dans le secteur bioalimentaire. Donc, c'est une recherche qui a été faite principalement par moi et José Saint-Pierre, mais aujourd'hui, il y a Crispin Enagogo qui a aussi participé à cette recherche-là dans de la collecte de données et un peu de l'analyse, donc qui va se joindre à nous pour la présentation. Donc, José. Je vais débuter la présentation, puis ensuite mes collègues vont poursuivre. Donc, cette étude-là, vous pouvez la trouver, elle est publique. Vous pouvez la trouver sur le site du CIRANO, qui est un centre interuniversitaire de recherche, qui est une fédération, si on veut, un consortium là, de recherche de différents chercheurs dans les universités québécoises. Donc, vous avez l'adresse ici pour le trouver en accès libre. Vous tapez CIRANO, PME en croissance rapide, je crois que vous le trouvez assez rapidement. Donc, on vous présente en gros là, les résultats de cette recherche-là aujourd'hui. Le plan de la présentation va comme suit. D'abord, je vais parler de la problématique, je vais présenter la problématique. Ensuite, je vais vous présenter la revue de littérature, le cadre d'analyse. Ensuite, Crispin va vous présenter la méthodologie et José va présenter les résultats, l'analyse, les contributions limites et recherches futures pour ensuite discuter en plénière. José. Donc, on débute avec la problématique. Donc, le secteur bioalimentaire canadien est vraiment dominé par les PME. Là, on parle d'environ 84 des entreprises qui seraient des PME dans ce secteur-là. Et au niveau de l'emploi, ben, c'est un fort employeur, ce secteur-là. Donc, 2 tiers des emplois du secteur de la transformation bioalimentaire se font là, dans des PME. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que la croissance du secteur repose en grande partie sur des petites et moyennes entreprises. Par contre, les stratégies de croissance sont privilégiées par un pourcentage limité de PME. D'abord parce que la cadence puis l'expansion de cette forte croissance-là va créer des tensions internes dans les PME qui ne sont pas toujours faciles à gérer. On parle d'une complexification rapide aussi au sein de ces PME-là qui va faire de la pression, qui va mettre de la pression sur les ressources et ça demande aux entrepreneurs de continuellement s'auto-réorganiser, ce qui prend beaucoup d'énergie également. Et c'est ce qui explique aussi que les entreprises à forte croissance, tout secteur confondu, sont souvent très fragilisées et ont plus de chances de peut-être moins bien s'en sortir. Là. Il y a un haut taux de dispersion de ces entreprises-là. Je vais y revenir dans quelques diapos. Donc, l'intérêt peut être mitigé pour des activités de croissance là, dans un contexte d'incertitude et de risque d'échec comme ça. José. Ceci étant dit, la question de recherche qui a mené, qui a guidé notre étude est la suivante. Comment est-ce qu'on peut stimuler la croissance des PME bioalimentaires afin qu'elles puissent être créatrices de richesse et de dynamisme économique? Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques terminologies de concepts que vous êtes peut-être familiers ou pas. Des PME, probablement. Donc, on considère une PME comme étant une entreprise qui a un nombre limité d'employés. Là. Selon les définitions, ça va varier, là, soit maximum 250 employés ou 500 employés et qui a des revenus de moins de 50 millions de dollars. On parle aussi d'entreprises qui ont une indépendance au niveau de la direction et donc qui a un rôle central
que le propriétaire dirigeant joue un rôle central dans ces entreprises-là. On parle aussi d'entreprises où il n'y a pas de profil type. On parle d'une très grande hétérogénéité d'entreprises, une très grande diversité. Quand on parle de PME à forte croissance, selon l'OCDE, la définition qu'on en fait, c'est une entreprise qui a une augmentation annuelle de ses ventes ou du nombre d'employés d'au moins 20 sur 3 années consécutives. C'est aussi une entreprise qui va avoir 10 employés et plus et qui va être âgée de plus de 5 ans. Il y a 2 objectifs qui découlent de notre question de recherche. D'abord, d'identifier les attributs de succès et les facteurs d'échec, de blocage des entreprises du secteur bioalimentaire qui ont connu une forte croissance par le passé ou qui vivent présentement une forte croissance, et d'examiner, d'analyser les besoins spécifiques en financement, en ressources humaines qualifiées, en ressources informationnelles, en ressources sociales de ces entreprises dont la satisfaction faciliterait leur développement et leur pérennité. Donc, maintenant, on entre dans la partie revue littérature et cadre d'analyse. Donc, dans cette étude-là, évidemment, on a fait toute une littérature sur les déterminants de la croissance. Mais juste avant d'entrer dans les détails de cette littérature-là, il y a certains défis et des enjeux particuliers de la forte croissance des PME. D'abord, il faut savoir que la croissance chez les PME, ce n'est pas la norme. C'est un objectif qui est visé par moins de 25 des chefs d'entreprise. Et quand on parle vraiment de forte croissance, telle que je l'ai définie tout à l'heure, c'est pas moins de 5 des entreprises. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que le secteur, le produit, la rentabilité ne sont pas des déterminants significatifs du choix d'aller vers la forte croissance. Comme je le disais d'entrée de jeu, la forte croissance, ça l'entraîne des turbulences, des incertitudes, ça augmente la pression sur les ressources, ça demande une diversification, une étendue plus grande des activités, ça demande également une cadence quand même assez élevée là, de la fréquence d'innovation. Et ça complexifie l'organisation de l'entreprise comme telle. Donc, les défis au sein d'une entreprise qui est dans forte croissance sont plus importants que les défis d'une entreprise là, qui n'est pas dans cette situation-là. Et c'est ce qui explique aussi un taux d'échec élevé. Il y a une étude qui a été faite en 2017 en Nouvelle-Zélande qui montre que les PME en forte croissance ont un taux de disparition 4 fois supérieur aux autres. Dans la littérature, on voit qu'il y a un intérêt important pour étudier les PME en forte croissance parce que on a cette idée de vouloir reproduire les bénéfices de cette forte croissance-là dans différentes régions du monde. Par contre, il est difficile de généraliser les résultats qu'on observe dans ces études-là. D'abord parce que la définition puis la mesure de croissance peut être différente d'une étude à l'autre. Ensuite, la plupart des études utilisent une approche spécifique plutôt que globale. Et nous, je vais l'expliquer dans la prochaine diapo, on a choisi une approche plus globale qui nous semble plus pertinente pour ce type d'analyse-là. Ensuite, il y a tous les contextes sont différents, beaucoup de diversité, beaucoup de singularité de contexte qui fait que la généralisation est difficile à faire. Et aussi, la plupart des études sur les PME en forte croissance portent sur des secteurs de haute technologie et très peu sur des secteurs plus traditionnels comme le secteur bioalimentaire. Donc, il nous a apparu pertinent de faire une étude spécifiquement sur ce secteur-là avec cette approche plus globale. Donc, une approche plus globale. Pourquoi? Parce que la croissance, c'est le résultat de 2 grands facteurs. D'abord, d'une volonté et aussi de capacité. Le facteur volonté, il vient de l'entrepreneur comme tel. La volonté, c'est vouloir affronter les certitudes et les défis. Et ça, comme je l'ai dit, ça découle de l'entrepreneur, du propriétaire dirigeant. Alors que les capacités, c'est les ressources, les compétences disponibles ou accessibles à l'entreprise. Donc ça va découler de l'entreprise comme telle et aussi de son écosystème. Donc, c'est pour ça qu'on a cru pertinent d'adopter et d'adapter le modèle de Paturel, qui est un cadre d'analyse plus englobant sur les déterminants de la forte croissance des PME et qui mobilise les 3 E, l'entrepreneur, l'entreprise et l'environnement, ce qui nous permet d'entamer une analyse très systémique et multidimensionnelle pour bien comprendre les défis de ces entreprises à forte croissance.
Donc, je vais regarder rapidement avec vous. On a fait une très grande revue de littérature là, sur ces trois E-là. Donc, dans chacun des trois E, quels sont les déterminants pour des PME à forte croissance? Puis ensuite, je vais aussi parler un peu des obstacles avant de céder la parole. Donc, au niveau de l'entrepreneur comme tel, les déterminants de la forte croissance, ben, il y a quatre grandes catégories de déterminants, là. Il y a des caractéristiques cognitives, donc l'intention de croissance de l'entrepreneur, son ambition, son orientation entrepreneuriale. Ce dernier facteur-là, il se décline en trois dimensions. La capacité à innover, la proactivité de l'entrepreneur et son attitude face au risque. Et évidemment, plus cette orientation entrepreneuriale-là va être forte, plus l'entreprise va être prompte à entreprendre de la forte croissance. Il y a aussi un autre grand facteur, c'est le profil socio-démographique, donc la scolarité de l'entrepreneur, son âge, son genre, son parcours et expérience, donc son expérience dans le secteur, son expérience dans la direction de l'entreprise. Et quatrième catégorie, son style de gestion, individuel, autocratique, collégial. Et on remarque dans les entreprises à forte croissance là, que le type collégial est très prisé. Au niveau de l'entreprise, encore une fois, trois grandes catégories de facteurs. Donc, d'abord, un profil socio-démographique, la taille de l'entreprise, son âge, sa structure de propriété. Donc, en forte croissance, on a remarqué que la famille a souvent un grand rôle à jouer pour venir aider parce que il y a beaucoup de pression qui est faite sur les ressources, comme je le disais. Donc, la famille va souvent venir combler des manquements à ce niveau-là. Au niveau des stratégies, d'autres déterminants, bon, on a l'orientation marché, l'orientation client, l'orientation internationale. Donc, tout dépendant de l'orientation de l'entreprise, il va y avoir une propension plus ou moins grande là, vers la croissance. Et les ressources et les capacités de l'entreprise. Donc, on parle de ressources humaines, capital humain, de ses ressources financières, ses ressources technologiques, son capital social, ses réseaux, ses collaborations, sa capacité à se distinguer, sa capacité à innover et sa capacité à affronter l'incertitude. Peut-être juste un mot concernant le financement, parce que c'est quand même un facteur très important pour les entreprises à forte croissance. Le financement bancaire pour les entreprises à forte croissance n'est pas toujours le plus adapté, étant donné les obligations fixes là, qui l'entraînent. C'est plutôt le capital de risque ou le développement d'autres sources de financement, dont les sources institutionnelles ou individuelles comme des anges financiers là, qui vont être plus pertinentes dans le cas d'entreprises à forte croissance. Au niveau de l'environnement, le troisième E, ben on trouve encore une fois plusieurs déterminants de la forte croissance. La localisation, l'accès aux ressources, donc que ce soit l'accès à la matière première, l'accès au marché, la localisation, l'accès à un incubateur tout près, à un accompagnement, notamment l'accompagnement d'un mentor, l'innovation, l'habileté, les compétences. Au niveau des facteurs sectoriels, ben, le secteur d'activité va avoir un effet sur la volonté d'aller vers la forte croissance, la concurrence de l'environnement de l'entreprise, la turbulence de cet environnement-là. Est-ce qu'on est dans un environnement très concurrentiel ou moins? La présence de clusters, de créneaux. Et il y a aussi des facteurs macroéconomiques qui vont avoir un effet, des facteurs politiques et réglementaires. Donc, on parle de croissance de la population qui peut avoir un effet, l'intervention des pouvoirs publics, la réglementation qui, on va le voir, est quand même assez importante là, dans le bioalimentaire. Donc, on a fait toute cette revue de littérature sur les différents déterminants de la forte croissance chez les PME et on a aussi fait une revue de littérature sur les barrières à la croissance. Et les barrières à la croissance, ben, elles vont moduler par rapport à deux choses. Donc, d'abord, les perceptions des entrepreneurs qui vont influencer leurs décisions et aussi les situations réelles qu'ils ont vécues lors de périodes de croissance antérieures. Donc, notre revue de littérature a permis d'identifier différentes barrières à la croissance, la forte croissance. Au niveau de l'entrepreneur, ben, il y a la peur de l'échec qui peut avoir un effet, la volonté ou le refus de croissance. Certains entrepreneurs ne veulent pas croître parce que ça implique plein de choses. Les habiletés managériales aussi. Donc voilà, et la volonté de contrôle. Donc, il y a des risques de perte de contrôle quand on entre dans dans de la forte croissance et certains entrepreneurs ne veulent pas ça. Donc, ils vont freiner leur envie de forte croissance. Au niveau de l'entreprise, ben, les capacités de gestion de l'entreprise, ses ressources humaines et compétences qui peuvent permettre ou pas cette forte
croissance-là et les ressources financières. Enfin, au niveau de l'environnement, ben, les politiques publiques, la réglementation vont influencer, vont avoir un effet sur les barrières à la croissance, la localisation, la munificence de l'écosystème. Évidemment, il faut que l'écosystème soit facilitant pour cette forte croissance-là, sinon ça crée une barrière. Au niveau des particularités du secteur bioalimentaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites sur les PME à forte croissance dans ce secteur-là. Et c'est un secteur particulier pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une grande diversité d'activités. Il y a beaucoup de sous-secteurs qui évoluent à des rythmes différents. La nature des activités entraîne aussi beaucoup de difficultés de recrutement. Quand on parle de main-d'œuvre saisonnière, d'horaires atypiques, on parle beaucoup de travail physique aussi dans ce secteur-là, difficile physiquement. Les entreprises utilisent la technologie dans des degrés très variables. Donc, on a des entreprises qui sont très peu technologiques et d'autres qui vont utiliser la robotisation, voire même l'intelligence artificielle. La réglementation, comme je le disais, est très importante dans ce secteur-là, notamment à cause des risques sanitaires qui sont présents, évidemment. Et ces risques-là ne sont pas toujours bien compris par les bailleurs de fonds et les collaborateurs qui ne sont pas dans le domaine. Et cette réglementation va amener des coûts plus importants aux entrepreneurs de ce secteur-là. Les nouvelles tendances comportement des consommateurs, bien, tout dépendant d'une recherche à l'autre, les résultats des études qui vont sortir sur une saine alimentation, bien, les tendances vont changer. Et les comportements des consommateurs également peuvent changer assez rapidement, en fait. Donc, c'est une particularité de ce secteur-là parce que tout le monde est concerné par l'alimentation. Tout le monde mange à tous les jours, en tout cas, je l'espère. Les PME canadiennes ont plus de contraintes, plus de réglementations, que ce soit au niveau de l'environnement, aussi au niveau sanitaire que celles des autres pays. Donc, c'est une particularité peut-être du secteur bioalimentaire canadien, québécois, ce qui peut affecter leur compétitivité sur les marchés internationaux. Et je tiens à souligner, ça peut le faire de façon positive ou négative, cet effet sur la compétitivité. Je crois que José va revenir sur ce point un peu plus tard. Donc, généralement, quand on pense à des PME à forte croissance, on s'imagine un propriétaire dirigeant très scolarisé, qui a voyagé, qui dispose d'un large réseau. On s'imagine une entreprise jeune, petite, flexible. On s'imagine une entreprise axée sur l'utilisation des technologies, d'un environnement numérique très développé, qui embauche du personnel hautement qualifié. On s'imagine aussi des départements de recherche et développement, des collaborations avec des centres de recherche dans ces entreprises-là. On s'imagine également des entreprises qui ont des clientèles internationales et qui exportent. Maintenant, qu'en est-il du secteur bioalimentaire? Est-ce que certains mythes des PME à forte croissance sont également présents dans ce secteur-là? C'est ce que notre étude va permettre de révéler. Donc maintenant, je cède la parole à Crispin et Nagogo. Merci beaucoup, Annie, pour la parole. Alors, rappelons que notre objectif, c'était d'abord de comprendre ce qui facilite ou entrave la croissance forte chez les PME bioalimentaires. Alors, notre choix méthodologique a été guidé par certains constats relevés dans la littérature. Premièrement, c'est que c'est un secteur où les travaux sont rares. Hein. Il était très rare de trouver des travaux sur la forte croissance dans le secteur bioalimentaire. Et deuxièmement, les travaux qu'on a identifiés, il y a peu qui adoptent une approche globale, hein, une approche qui va étudier à la fois les entrepreneurs, les entreprises et leur environnement. Et aussi, les connaissances disponibles sont plus favorables aux entreprises technologiques, ou aux jeunes entreprises, et surtout les entreprises qui fonctionnent dans des environnements munificents comme des parcs, comme des clusters d'entreprises. Alors, tous ces trois constats ont fait que nous ayons choisi, nous avons privilégié une méthodologie qualitative qui va nous permettre, en fait, ou qui nous a permis d'aller donner la parole aux entrepreneurs pour, en fait, de recueillir leur expérience et pour mieux comprendre ce phénomène de forte croissance. Alors, notre méthodologie, c'était fait en trois étapes, c'est-à-dire que nous avions eu d'abord à
à écouter, à donner la parole à 5 PME qui ont connu la croissance dans le passé, c'est-à-dire entre 2000 et 2015. Alors, pourquoi ces groupes d'entreprises? C'est parce que nous voulions avoir un recul sur leurs expériences, sur leurs perspectives, aussi leurs connaissances, leurs apprentissages qu'ils ont eu de la croissance. Et après, nous avons eu aussi des entrepreneurs qui sont en fait actuellement en croissance. On espère que la COVID n'a pas eu d'effet sur elles. Et nous avons aussi intégré des points de vue de certains experts dans le secteur. Alors, par rapport à l'outil, nous avons utilisé une grille d'entretien qui avait quatre parties. La première partie, c'était le contexte général. Là, il s'agissait premièrement d'aller chercher le profil de l'entrepreneur et aussi de son environnement et voir quels sont les éléments qui pouvaient permettre de bien décrire la période de croissance et aussi identifier les avantages, soit les difficultés du point de vue de la concurrence et la turbulence de l'environnement. Par rapport à l'entrepreneur lui-même, c'était plus son expérience et son expertise et voir si la croissance était un fruit, soit un résultat d'une préparation ou d'une planification, ou c'était quelque chose qui arrivait de manière spontanée, et voir aussi son profil par rapport au fait s'il est soit prospecteur, innovateur ou encore tourné vers le risque, donc voir quels sont les aspects liés à son orientation entrepreneuriale. L'entreprise, c'est plus les ressources qu'on est parti voir, quelles sont les ressources qui mobilisent l'entreprise aussi bien sur le plan interne qu'externe, et quels sont les niveaux de compétences de l'entreprise et aussi ses pratiques d'innovation. Et l'environnement, comme vient de lire Annie, c'est voir un peu quelles sont les collaborations, les ressources ou les munificences auxquelles pouvaient profiter ces entreprises de forte croissance, le capital social et les réseaux de collaboration. Notre méthodologie a été focalisée sur des écoutes, en fait, sur les entretiens d'1h30 avec des entrepreneurs. Et c'était en 2019 qu'on a coté les données entre janvier et novembre 2019. Notre analyse, c'était une analyse systématique sur base des éléments qu'on vient de mentionner, des éléments de la grille d'entretien. Il s'agissait d'aller voir sur le plan global, sur le plan général de l'entreprise, voir comment est-ce que les différents éléments que nous venons de présenter dans la grille d'entretien ont été présents, soit identifiés par nos participants. Nous avons rencontré certaines difficultés. Premièrement, c'était la difficulté d'identifier les participants. Alors là, nous avons utilisé une liste nous fournie par le MAPAC et aussi la liste sur le site internet de ICRIC et aussi le contacts personnels des chercheurs. L'autre difficulté, c'était de mesurer la forte croissance dans le secteur bioalimentaire par rapport à la définition des gazelles qui fournit en fait une description de 20% l'an de croissance. Nous avons adapté notre définition à 15% pour en fait rencontrer la forte croissance au niveau du secteur bioalimentaire. Et là aussi, nous avons tenu compte du nombre de salariés et surtout aussi du stade de développement de l'entreprise. Nous avons aussi connu des difficultés pour atteindre certains participants. Déjà, on sait que certains entrepreneurs sont des personnes hyper chargées, ils sont difficiles à gérer le calendrier. Et s'il faut y associer la forte croissance, donc il est difficile pour avoir leur disponibilité à répondre à nos appels téléphoniques. Et l'autre difficulté, c'était la sous-estimation des différences entre les entreprises du secteur de transformation alimentaire, comme on va le voir dans le résultat. Donc, ce sont des entreprises qui ont des spécificités que nous avons relevées. Et sur ce plan, je vais laisser la parole à Madame Saint-Pierre qui va parler de ces résultats que nous avons trouvés. Merci Crispin, merci Annie. Donc, en fait, la difficulté de composer un échantillon, on l'a retrouvé évidemment dans l'échantillon final.
Donc, le ministère nous a fourni quelques entreprises à partir de ses propres dossiers d'entreprises qui avaient sollicité du financement. Donc, c'est eux qui ont fait les contacts. Mais lorsqu'on parle de taux de croissance annuel de 20 par année, on avait un échantillon qui convergeait vers zéro. Alors, en diminuant à 15 par année sur 3 ans, on a réussi à avoir quelques entreprises. Alors, c'était quand même assez compliqué. Croissance, on a nos 2 phases de données. Donc, dans un premier temps, on avait 5 entreprises qui ont terminé une phase de croissance. Et dans un deuxième temps, donc celles qui sont toujours en croissance, on avait 13 entreprises. On a décidé de fusionner les 2 groupes pour gagner un peu plus de généralisation si c'est possible, évidemment. C'est très, très fragile. Et ce qui distingue nos 2 groupes essentiellement, c'est qu'on a vu, donc les croissances terminées, c'est des croissances qui ont eu lieu en 2000-2015 et les croissances actuelles ne sont pas terminées. Alors, au niveau du financement, on voit bien que les marchés financiers, les institutions financières, les institutions bancaires, entre autres, se sont ajustés. Donc, il y a une offre de financement qui est plus importante, qui répond mieux aux besoins des PME en forte croissance aujourd'hui que ça l'était il y a 20 ans. Il y avait peu de programmes ici pour soutenir la forte croissance, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, on a quand même une possibilité d'intervention beaucoup plus plus étendue et qui couvre différents domaines. Et on avait, dans la période 2000-2015, une difficulté d'accès à la main-d'œuvre, alors qu'aujourd'hui, on est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, on a une situation qui est très, très qui est très particulière dans 2000-2015, qui était souvent due au fait que les entreprises du secteur agroalimentaire étaient peu intéressantes pour certains types d'emplois, ce qui favorisait, ce qui rendrait difficile le recrutement, donc ce qui venait imposer des freins à la croissance, alors qu'aujourd'hui, on est vraiment en pénurie de main-d'œuvre et ça touche à peu près tous les domaines. Alors, si je vous présente notre échantillon ici, je pense que c'est important dans la présentation, en fait, on va insister sur qu'est-ce que nous révèlent de différents nos résultats par rapport à ce qu'on connaît du domaine de la forte croissance. Bien, dans un premier temps, on présente les entreprises à forte croissance souvent comme des jeunes entreprises. Alors qu'ici, on a quand même 28 de notre échantillon qui a plus de 25 ans. Alors, donc, on n'a pas tout de suite, ça vient déjà contraster notre échantillon puisque on a des entreprises donc qui ont une certaine maturité pour entreprendre des phases de croissance accélérée. On a des entreprises, on présente les entreprises à forte croissance comme étant petites. Nous, on a quand même 28 qui ont plus de 50 employés. Encore là, ça vient défaire un peu l'image qu'on a de l'entreprise qui est plus âgée, qui est plus sclérosée, donc qui est moins flexible. Ce n'est pas ça qu'on a obtenu dans le secteur. Dernier point, des entreprises qui sont dans des secteurs à forte turbulence pour profiter des opportunités, parce qu'il y a plus d'opportunités dans les secteurs turbulents, alors qu'ici, non, on a 56 des entreprises qui sont dans des secteurs à faible turbulence. Donc, c'est pas évidemment, ça dépend du niveau d'où on part pour pouvoir assurer la croissance, mais on va le voir tout à l'heure, il y a différentes motivations qui expliquent tout ça. Alors, on a couvert, sauf le nord du Québec, donc le nord du fleuve, je dirais, qui est le moins bien couvert, mais on a quand même l'entreprise en Gaspésie, dans les régions de Montréal, Montérégie, donc on a 6 entreprises en zone urbaine, 12 en zone non urbaine. Les types de secteurs, on a des secteurs émergents, puis dans ces secteurs-là, on a quelques entreprises très jeunes et on a voulu les conserver parce que ces secteurs émergents-là, c'est aussi des secteurs émergents, mais qui vont demeurer permanents. C'est-à-dire que c'est vraiment les changements de tendance dans les consommateurs. Donc, on a voulu les conserver pour voir qu'est-ce que les dirigeants avaient à nous dire. Secteur traditionnel, un peu surprenant. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de croissance forte dans des secteurs traditionnels. On va voir pourquoi. Des entreprises moitié exportent, moitié n'exportent pas. Et on a première, deuxième transformation ou les deux en même temps chez certaines entreprises. Alors, le contexte général, donc le premier élément de notre grille d'entretien, on a des produits alimentaires nouveaux. Peut-être juste pour préciser ici, donc nos produits alimentaires, c'est dans le secteur de la boisson, des céréales, les produits végétariens, les fruits et légumes. On passe toujours à la transformation de ces intrants-là. Donc, on a des produits nouveaux, on a des produits qui permettent de créer des marchés.
Donc, on a 2 entreprises qui ont permis de créer des marchés, notamment au Québec, ce qui impose certains défis particuliers. On va y revenir. Les secteurs matures en mutation. Donc, ici, par exemple, on a des produits matures, mais la tendance des consommateurs ayant changé, les secteurs devaient se renouveler. Alors, ce qui a été intéressant. L'avantage concurrentiel, ici, on s'attendait à ce qu'on nous mentionne l'innovation, donc la capacité de nous renouveler et ainsi de suite. Non, c'est le premier avantage concurrentiel qu'ont nommé toutes les entreprises, c'est la qualité. Donc, dans le secteur bioalimentaire, la qualité n'est pas un compromis possible. Donc, la qualité, la flexibilité, ça va vite. Les entreprises sont très, très, très fidèles aux besoins de leurs clients. Donc, on a besoin de s'ajuster rapidement à la demande. On a des propriétaires, dirigeants, fondateurs et on a aussi des repreneurs. Donc, il y a les entreprises plus âgées, où on a eu des repreneurs, bon, ce qui est pas différent de la littérature aussi. Donc, une nouvelle direction d'entreprise arrive avec des nouveaux projets, mais ça va présenter des défis aussi pour la croissance. Alors, on a une diversité des sources de croissance, donc soit une nouvelle équipe de direction, un nouveau marché, des changements organisationnels, des investissements, les changements de tendance. Donc, il n'y a vraiment pas de modèle type de croissance. Ici, donc, je reprends en fait les 3 E de notre grille de questions, de notre grille d'entretien. Alors, je présente dans la même façon les 3 E. Donc, ce qui est dans la zone colorée, c'est ce à quoi on s'attendait dans la littérature. Ce qui est dans la zone blanche, c'est nouveau. Pour nous, c'était pas, et c'est nouveau par rapport à la littérature. Il y a un certain degré d'originalité. Alors, j'ai insisté plus sur ces éléments-là. Donc, l'orientation stratégique, ben, écoutez, la croissance est voulue, le propriétaire dirigeant est proactif, c'est normal, c'est ce qu'on cherchait dans nos échantillons aussi. Par contre, les gens sont prudents. Ils font très peu d'improvisation. Il y a de la planification et une des justifications de la planification, c'est pour préserver la qualité. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure, le premier élément qui distingue les entreprises, leur facteur de compétitivité, c'est la qualité. Alors, pour préserver cette qualité-là et l'image de l'entreprise, ça va même amener à des décisions à un moment donné, savent dire non, ils vont freiner la croissance. Et aussi, en termes d'orientation stratégique, on prend des risques contrôlés. Alors ça, tout le monde nous en a parlé. Il y a peut-être un entrepreneur sur les 18 qui était un peu plus téméraire que les autres, mais globalement, on voyait que les gens souhaitaient contrôler les risques. L'expertise. Alors on s'attend, comme la littérature le dit, une bonne connaissance d'activité. La croissance étant rajoutant de l'incertitude dans les activités. Évidemment, si on connaît son activité, c'est plus facile d'aller dans de la nouveauté. Et ici, de façon très étonnante, on avait des entrepreneurs qui n'avaient aucune connaissance du domaine. Pardon. Alors, ils rentraient des entrepreneurs, soit des entrepreneurs en série qui faisaient un achat d'entreprise, donc ils rentraient dans un nouveau secteur, puis ils entamaient une dynamique de croissance, soit des jeunes créateurs aussi, qui n'avaient aucune connaissance de domaine, qui ont discuté d'un projet potentiel avec des amis et ça les a amenés vers leur entreprise. Par contre, en fait, comme ils n'ont pas de connaissance du domaine, ils ne connaissent pas non plus les réseaux sectoriels. Par contre, ils ont une très forte capacité d'apprentissage. Donc, c'est des gens qui ne vont pas hésiter à aller chercher de l'expertise à l'étranger, par exemple, ou à faire venir des gens de l'étranger pour combler leurs lacunes du domaine. Mais ils sont persévérants, sont résilients et ils acceptent de se tromper. Ils le reconnaissent, mais comme certains nous l'ont dit, on ne se trompe pas 2 fois. Donc, capacité d'apprentissage ici. L'expérience, même chose, ça nous a un peu étonnés. Donc, il y avait des gens qui n'avaient aucune expérience de gestion d'entreprise, qui se sont retrouvés dans des entreprises à taille différente quand même. Ce pas toutes des entreprises en démarrage, qui là, ils vont favoriser l'apprentissage par essai-erreur, mais ils ont tous recours à des mentors. Donc, l'utilisation, la présence de mentors, c'est très, très fréquent et même très souhaité pour la plupart des cas. Le style de direction, comme on disait tout à l'heure, on s'attendait à direction, gestion participative. Donc, on favorise la participation de nos employés, on travaille en équipe.
Pas tout le temps. Donc, on a vu un style de direction très individuel, parfois très autoritaire, avec une faible implication des employés. Donc, ici, il faut comprendre, on repense à la diversité des entreprises et des secteurs. Donc, on va de la transformation, par exemple, la première transformation de produits de culture végétale, jusqu'à des entreprises qui font de la R&D pour des produits plus sophistiqués. Alors, évidemment, le degré d'implication des employés ne sera pas le même dans tous ces domaines-là. Du côté de l'entreprise, alors, orientation, on s'attendait, forte orientation. On a observé, je dis qu'on s'attendait à ça, mais on a observé ces situations-là aussi chez les entreprises. J'insiste plus sur ce qui est nouveau. Orientation client, mise en valeur de la qualité du service à la clientèle. Par contre, dans la littérature, on nous dit qu'on va diversifier la clientèle, mais on va aussi diversifier les marchés. Alors, ce n'est pas le cas des entreprises. Très peu d'entreprises parmi les 18 étaient vraiment sur du développement de nouveaux produits, de nouveaux marchés. On préférait miser sur la clientèle en améliorant continuellement le produit plutôt que d'aller sur trop de nouveautés en même temps. Donc, ce que les entrepreneurs veulent, c'est apprivoiser la croissance, les défis de la croissance, et ensuite, ils pourront aller sur plus de diversité sur les produits et les marchés. Ce qui va amener évidemment plus d'innovation de procédés, innovation organisationnelle et innovation commerciale. Les compétences clés dans les entreprises, on les a. Peut-être deux petites lacunes ici chez nos entreprises. Difficulté pour les entreprises plus matures d'entamer une forte croissance, résistance au changement de la part des employés en place, ce qui va amener des difficultés, ce qui va amener aussi des besoins d'innovation organisationnelle. Difficultés dans les domaines émergents. Ici, ça a été particulièrement lorsque les domaines sont tellement nouveaux qu'il n'y a pas de connaissances au niveau local. Donc, on ne peut pas aller chercher des experts, on ne peut pas aller chercher des consultants. Même au niveau du financement et des gouvernements, on n'a aucune connaissance du domaine. Alors, ça présente des défis très, très, très particuliers pour les entreprises qui développent des solutions uniques pour s'en sortir. Ça ralentit la croissance, mais on a vu qu'il y avait quand même trouvé des solutions. Au niveau des réseaux, en fait, ça dépend beaucoup là, du degré de connaissance de l'entrepreneur. Donc, on a constaté une méconnaissance des réseaux des collaborateurs clés qui est associée au manque d'expertise. Capacité d'innovation, c'est clair, on est en renouvellement, on est en amélioration, on fait beaucoup d'essais, on se trompe et on recommence. On retrouve tous les types d'innovation. Il n'y a pas de R&D. En fait, il n'y a pas de brevet dans les domaines qu'on a regardés. Donc, il n'y a pas vraiment de R&D. Par contre, dans le cas où il y a eu de l'innovation de procédés, les entrepreneurs se sont retrouvés dans une situation où ils n'ont pas pu faire breveter à cause de la façon dont ils avaient développé leurs nouveaux procédés. Et ça, c'était quelque chose que les entrepreneurs n'avaient pas vraiment apprécié comme expérience. Quelque chose qu'on ne retrouvait pas directement dans la littérature, en fait, c'est cette capacité-là à affronter l'incertitude, qui est assez bien relevée par les entrepreneurs grâce à leur relation avec leurs clients. Donc, ils travaillent en collaboration avec leurs clients pour identifier, ils co-développent des produits. Il y en a qui vont travailler avec des réseaux sociaux, par exemple, pour avoir des commentaires. Donc, il y a des réactions très, très rapides sur tout ce qu'ils font de nouveau. Du côté de l'environnement, bon, plusieurs PME sont sur des marchés de niche avec une clientèle réduite. La plupart offrent des produits traditionnels dans des environnements où la turbulence est faible. Donc, c'était plus ou moins attendu. La réglementation, évidemment, elle est là. Beaucoup de paperasse. Par contre, les entrepreneurs ne critiquent pas la réglementation parce que c'est un avantage. Surtout tous ceux qui sautent à l'international le disent. La réglementation, c'est le Québec et le Canada sont reconnus du côté alimentaire pour la qualité, la fiabilité des produits. Donc, la réglementation, pour eux, ils le voient comme un avantage concurrentiel. Par contre, c'est ce qui vient avec qui est un peu plus lourd. Donc, toute la paperasse, ils n'ont pas beaucoup de personnel pour s'occuper de ça. Alors, ça va créer une barrière un peu plus loin. Les compétences, certaines compétences peuvent être difficilement accessibles. Ce qu'on a retrouvé le plus, c'est au niveau de la mise en marché. Ici, il y a une influence sur le degré, selon le degré d'innovation.
Donc, plus le degré d'innovation est élevé, plus ça peut être difficile de détenir les connaissances pour être capable de mettre en marché les produits par la suite. Donc là, ici, il faut voir l'innovation sur toutes les phases, de l'intrant jusqu'à l'assiette du consommateur, et c'est à différents endroits qui pourraient manquer de connaissances et de compétences. L'accompagnement, l'intervention des pouvoirs publics, c'est très positif. Donc, on voit un accompagnement relativement facile pour, comme j'ai mentionné tout à l'heure, pour les produits qui présentent un faible degré de nouveauté. Lorsque les produits sont très nouveaux, bien, évidemment, on retrouve cette nouveauté-là. En fait, on ne la retrouve pas du côté des accompagnateurs et du côté aussi des institutions de financement. Les barrières, peut-être rapidement là-dessus, donc les difficultés. Alors, par leur taille, les entreprises sont vulnérables. Alors, ici, les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, bon, dépendance commerciale, peu de diversité de la clientèle, donc très sensible au départ d'un client, évidemment, ce sont des choses qu'on connaît chez les PME. L'ajout d'une nouvelle norme réglementaire, même si la réglementation n'est pas nécessairement vue comme un frein important, l'ajout d'une nouvelle norme, ce sont les frais qu'il faudra encourir pour la mettre en application, cette norme-là. Donc, ce n'est pas la norme en soi qui est problématique, mais c'est sa mise en application dans l'entreprise qui peut être coûteuse et qui est non finançable. Donc, ça fait partie là, des difficultés pour les entreprises. Trouver le bon personnel au niveau de la production, notamment, ce n'est pas toujours attrayant. Il y a certains types d'activités où le recrutement est très, très difficile. Ici, on a les entreprises qui misent beaucoup sur l'immigration, mais toutes celles qui ont misé là-dessus nous ont raconté que c'était pas toujours très facile et qu'il y avait des contraintes quand même assez importantes. Puis finalement, le problème d'expertise en développement des marchés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un élément important ici dans le secteur et selon le type de transformateur, c'est peut-être quelque chose qui est moins connu. Donc, ce que j'appelle ici la trésorerie. En fait, les entreprises doivent acheter des produits parfois. Si elles ne les produisent pas elles-mêmes, elles ont quand même tout un réseau de fournisseurs auprès de qui elles doivent payer avant d'avoir récupéré leur vente de la part des clients. Donc, c'est ce qu'on appelle le cycle de conversion de l'encaisse. Donc, le délai entre les sorties d'argent et les entrées d'argent. Et ces délais-là sont longs. Sont très longs parce qu'à cause de l'écart, si on achète des produits périssables, le délai de paiement est très court. Alors que si on vend des produits transformés, le délai de paiement du client va être long. Donc, cette période-là, c'est vraiment la vallée de la mort là, au niveau financier pour les PME et qui n'est pas finançable non plus par les institutions financières. Donc, on a des entreprises qui subissent des contraintes assez importantes sur ce volet-là. Les tâches administratives. En fait, ce que plusieurs nous ont dit, c'est qu'ils se retrouvent avec les mêmes fardeaux administratifs que des grandes entreprises, les mêmes types de formulaires pour répondre aux mêmes programmes gouvernementaux, ce qui ne leur semble pas tout à fait logique et qui crée des pressions parce qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper à ça. Donc, ça peut entraîner des délais, des retards. Peu d'appui de l'écosystème pour les secteurs émergents. Les ressources financières, c'est ce qui va avoir des impacts sur les ressources monétaires, évidemment. Puis, ça entraîne ici, en fait, quelque chose qui est très intéressant dans les domaines où les produits sont très nouveaux, les petites entreprises n'ont pas les moyens de faire des campagnes publicitaires à la télévision ou à la radio. Donc là, il faut faire la promotion des produits. Alors, c'est c'est coûteux. Ils n'ont pas l'expertise pour le faire. Donc, on utilise de plus en plus les réseaux sociaux, mais lorsqu'il y a un fort degré de nouveauté, ce serait intéressant d'avoir peut-être un peu plus d'appui gouvernemental pour les aider à faire connaître ces produits-là. Finalement, du côté de l'entrepreneur, capacité de gestion de la turbulence, bien, dans certains cas, les entrepreneurs, on les a vus très essoufflés parce que la croissance, le stress, les périodes de tension sont très longues. Donc, on a tendance lorsqu'on parle des PME en forte croissance, on a tendance à projeter des images, des photos, en fait, alors que c'est plus des vidéos qu'il faudrait montrer pour voir la durée des périodes de tension et des périodes de turbulence. Alors, les contributions de notre recherche, peut-être en deux temps. Donc,
qu'est-ce que nous confirment nos résultats, puis qu'est-ce qu'ils nous apprennent. Donc, les propriétaires dirigeants sont proactifs, actifs, ils valorisent l'innovation et l'exportation. Donc, ça, c'est intéressant. Par contre, au niveau de l'exportation, selon le type de produit, il y a des produits qui sont difficilement exportables. Donc, ça, c'est ce qui vient avec la diversité des activités dans le secteur. Tous les propriétaires dirigeants qui adoptent une orientation, tous ceux qu'on a rencontrés, évidemment, sont résilients. Ils savent analyser leurs erreurs aussi pour ne pas les répéter. Ils sont très orientés sur les besoins de leurs clients. Donc, la qualité de service à la clientèle, c'est vraiment des éléments majeurs qui vont même les amener parfois à refuser de nouveaux projets parce que ça pourrait détériorer la qualité de leurs produits et ça pourrait nuire à leur réputation. L'adhésion des employés est essentielle. Donc, on a eu 3 entreprises sur les 18 qui ont vécu des tensions internes assez importantes. L'accès à certaines ressources critiques, c'est un enjeu réel. Donc, les ressources critiques, la main-d'œuvre, l'expertise, le financement, mais à certains moments, de la croissance et les programmes et organismes publics sont très sollicités. On peut aussi parler des mentors. Qu'est-ce que nous apprennent nos résultats? Bien, des entrepreneurs sans expertise ni expérience peuvent créer et gérer avec succès des PME à forte croissance. Très intéressant, c'est une façon de travailler qui est différente de ceux qui ont déjà l'expertise et la connaissance et l'expérience de l'activité entrepreneuriale. Un seuil de croissance est fixé, ça c'est intéressant. Alors, les dirigeants, c'est pas la croissance à tout prix. C'est une croissance tant qu'ils sont capables d'assumer la gestion. Donc, ils se fixent un seuil de croissance. C'est pas en chiffres, c'est en capacité de gestion. Donc, à partir du moment où là, ça touche certaines valeurs personnelles, ça touche leur horaire familial, tout ça, là, on va arrêter. Les périodes de tension peuvent durer très longtemps, placer le propriétaire dirigeant en situation de détresse, là, c'est assez particulier. L'élargissement de la gamme de produits, ce n'est pas une stratégie valorisée par trop d'entrepreneurs, par plusieurs entrepreneurs, c'est-à-dire trop de contraintes. L'entreprise doit parfois revoir son modèle d'affaires, donc on voit vraiment la modification, l'impact de la croissance en fait sur toute l'organisation de l'entreprise. Il y a des entreprises qui se sont complètement métamorphosées. Et finalement, l'écosystème n'est pas toujours disposé à soutenir les produits nouveaux ou le marché est à construire. Nos contributions managériales, donc en fait, à la fin de notre étude, on pouvait dire, bon, parce qu'évidemment, comme on était en contact avec les chefs d'entreprise, donc on peut leur donner peut-être quelques conseils, donc miser sur l'innovation pour se démarquer, mais principalement la qualité. La flexibilité. Donc, la flexibilité, ça veut dire être capable de répondre à la demande du client actuel plutôt que de chercher de nouveaux clients si ça compromet le client avec qui je peux faire des affaires qui sont connus. Donc, sur lesquels il y a moins d'incertitude. Donc, gérer l'incertitude. Ne pas travailler seul, évidemment. Ça, on en a parlé avec tout le monde, surtout ceux qui ne connaissaient pas les réseaux. Dans certains cas, on leur apprenait des choses. Dans d'autres cas, ils connaissaient très, très bien. Adapter l'organisation au rythme de l'activité. Et là, ça suppose, entre autres, choisir le bon personnel. Un entrepreneur disait, il dit, mon personnel ne va pas aussi vite que l'entreprise peut aller. Donc, évidemment, il faut que le personnel puisse ne pas freiner l'activité d'innovation comme telle. Les accompagnateurs, le modèle d'affaires. Ne pas essayer de faire croître l'entreprise dans un modèle qui n'est peut-être pas adapté à une entreprise qui a besoin de flexibilité et d'innovation continue. Adopter une vision globale. Donc, une vision globale, c'est que la croissance, ça touche partout dans l'organisation. Ça ne touche pas seulement aux produits, ça ne concerne pas seulement le financement, ça concerne tout en même temps. Et peut-être développer des outils d'évaluation du risque. Pour les pouvoirs publics, bien, les conseils, le conseil qui est venu de toutes les entreprises, c'est réduire le fardeau administratif des divers programmes. Assurer un soutien financier transitoire pour, entre autres, gérer les périodes de stress, de liquidité et assouplir les exigences pour l'immigration et les délais. Ça, évidemment, c'est quelque chose qui est encore qui va revenir, évidemment, après la pandémie. Limite de notre étude, petit échantillon. On a questionné, on a rencontré seulement le propriétaire dirigeant de chacune des entreprises. Donc, possible, on n'a pas de triangulation, on n'a pas de validation. Les spécificités de chaque contexte, évidemment, ça ne nous permet pas aucune généralisation. Et c'est quoi la validité après la pandémie?
Donc, nos données ont été collectées en 2019. Les recherches futures comprennent les processus pour réussir une forte croissance. Donc, les processus alors plus aller en continu. Mettre en valeur l'hétérogénéité du secteur dans des études spécifiques. Donc, quand on pense à des entreprises qui sont sur des produits vivants, par exemple, ce n'est pas les mêmes défis que l'entreprise qui vend des produits très, très, très transformés. Identifier les défis particuliers des producteurs transformateurs et le rôle de l'écosystème régional. J'ajouterais à ça peut-être tout l'effet de la numérisation. Donc, l'industrialisation du secteur, tout le secteur agricole, dépendant des sous-secteurs, évidemment, mais c'est quand même quelque chose là, avec la politique du gouvernement du Québec sur l'autonomie alimentaire, c'est quelque chose qui va se mettre en place assez rapidement. Discussion. Voilà. J'ai terminé. Merci pour cette magnifique conférence qui interroge la littérature sur la forte croissance. Vous interrogez cette littérature sur la forte croissance avec des apports, des particularités. Dans la conversation, on dirait qu'il y a déjà un certain nombre de questions. Est-ce que les porteurs de ces questions veulent prendre la parole? Ou est-ce que, Crispin, tu veux retranscrire ces questions? Non, mais si les porteurs peuvent les prendre, je peux arrêter le partage d'écran? Puis on peut se voir tout le monde? Oui, voyons. OK. Ce sont d'excellentes questions en passant. Je ne les vois pas, les questions. Oui, la première question vient de Madame Cécile Fonrouge, qui veut savoir en fait si nous avons tenu compte du fait que les entreprises rencontrées seraient des entreprises familiales ou pas. Donc, en fait, la structure du capital des entreprises. Peut-être que je peux expliquer, c'est-à-dire que quand vous parlez de prudence, de risque contrôlé, de privilégier la qualité sur l'innovation, sur la nouveauté, ça m'a fait penser à la littérature sur les entreprises familiales. Et du coup, ma question, c'est, avez-vous la structure du capital, le contrôle du capital avez-vous ces éléments d'information sur la structure du capital qui serait plus ou moins contrôlée par un groupe familial ou par une famille? On n'a pas les données numériques comme telles, mais on sait si l'entreprise est familiale ou pas. Et on en a quelques-unes, dépendant évidemment, on n'a pas les chiffres, mais on peut pas, dépendant des définitions que tu utilises pour l'entreprise familiale, mais on a quelques cas de couple. Donc, les propriétaires dirigeants, c'est les deux conjoints. Et ils sont propriétaires à 100%. Ça a été recueilli, pas dans un questionnaire fermé, là, mais ça a été recueilli au moment des entretiens. C'est ce qu'il nous disait. Et donc, est-ce que tu vois une proximité dans ces comportements de gestion, donc de risque contrôlé, de prudence, d'innovation raisonnée? Est-ce que tu vois un parallèle avec... Est-ce que la littérature sur les entreprises familiales serait un éclairage? Oui, c'en est un, sauf que la littérature sur les entreprises familiales est aussi contrastée. Donc, tu vas avoir dans certaines entreprises, dépendant de la génération, tu vas avoir des entreprises qui vont vouloir procéder à des fortes croissances, émotivement, sont moins engagées dans l'entreprise. Donc, on peut, tu sais, il y a les deux côtés là, chez les entreprises familiales. Dans notre cas, je ne sais pas si on aurait pu, je ne sais pas, Annie, c'est pas... je ne crois pas que le fait d'être familial, ça influence les comportements. Annie, qu'est-ce que... Ben, moi, j'ajouterais parce que je vois qu'il y a d'autres questions. C'est une constellation d'études de cas qu'on a fait. C'est difficile d'en arriver à des généralisations. Je regarde les questions, puis je regarde toutes les questions, puis là, j'ai des exemples qui popent dans ma tête, mais il y a pas... c'est tous des cas particuliers presque ou différents. Je connais peut-être moins la littérature que vous mentionnez en ce moment. Au niveau de l'innovation, c'est sûr qu'on est dans le secteur bioalimentaire, donc il y a peut-être un facteur aussi sectoriel. Hein? Le consommateur, oui, il veut bien innover, là, mais de la bière au bleuet,
il en prendra pas là, pendant des années durant. Il va en prendre une pendant l'été. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être là des. Mais sinon, c'est ça. J'en reviendrai peut-être à ce que je disais au départ. C'est difficile de généraliser. Là, je vois les questions. Est-ce que vous voulez que... il y a la question de Cécile, le risque contrôlé. Ah, c'était cette question-là, Cécile? Il y a la question de Luc Fauleux. Est-ce que la croissance est incompatible avec un style de gestion de direction participatif? Non, pas du tout. On a vu vraiment, je pense qu'on a eu l'occasion de voir les deux extrêmes. Donc, non, il y a des entrepreneurs, des propriétaires dirigeants qui travaillent vraiment en équipe, qui reconnaissent l'importance de leurs employés, puis ils ont des comités de travail, comités de direction avec les employés. Alors, c'est pas. En fait, on s'attendait à voir de la gestion participative partout. C'est pas tout à fait ça qu'on a vu. C'est ce qui on a été plutôt surpris de voir certains cas plutôt autoritaires, mais en même temps, il y avait eu des incidents aussi dans l'entreprise. Alors, ça peut, mais non, ça n'empêche pas la gestion participative. Je dirais même peut-être que j'ajouterais quelque chose. Tu sais, il y a plusieurs entreprises qui nous disaient, quand on entre dans une période de forte croissance, il faut que les employés soient avec nous. Il faut qu'on soit backé parce que ça va leur demander à eux aussi un effort. Ça leur demande de changer leur façon de faire. Donc, il y en a qui préféraient ce type de gestion-là, participatif, avec leurs employés pour les embarquer avec eux. Alors qu'il y en a d'autres, ben c'est ça, on a tous les cas de figure. Encore une fois, il y en a d'autres qui, eux, trouvaient que ça allait plus vite prendre des décisions tout seul dans leur petit coin, puis c'était leur façon de fonctionner depuis toujours, là. Mais il y a même une entreprise où c'est les employés qui ne voulaient pas être participatifs. Il y avait un employé qui voulait quitter, c'est l'employé clé, qui voulait quitter l'entreprise parce qu'il ne voulait pas, ça devenait trop gros pour lui de participer aux décisions, puis lui, il ne voulait pas ça, là. Alors, donc, ça peut aussi, on parle beaucoup de la gestion participative du côté de la direction, mais on peut parler du côté des employés aussi. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est souhaité par tout le monde. Je vois, il y a Aziz Nafa, aucune connaissance du domaine. Quelles étaient leurs motivations à reprendre ou investir dans le secteur? Ben, en fait, c'est très, très difficile. Il y en a qui veulent les défis. Il y en a qui veulent. Il y a je pense entre autres à un entrepreneur en série qui voulait changer de domaine d'activité. Cette personne-là, c'est un peu drôle parce qu'elle était dans un domaine assez bougeant, assez turbulent, puis elle pensait que le secteur manufacturier serait plus tranquille, ce qui n'a pas été c'est pas ce qu'elle a vécu du tout, là. Donc, non, encore là, je pense que l'intérêt de l'étude est vraiment d'avoir fait éclater un peu l'image des PME à forte croissance, une image qui est, bon, sans qu'elle se soit, sans qu'on ait une image type de toutes ces entreprises-là, on a quand même une vision, la littérature nous montre des choses qui sont assez reconnues. Alors, donc, c'est un peu ça que l'apport de notre travail, il montre, entre autres, toute l'influence aussi du type d'activité qu'on ne connaissait pas tant que ça. Donc, l'éclatement du secteur, les défis très particuliers, que ce soit une entreprise qui a une production en partie saisonnière, il y en a qui travaillent avec une production manuelle, puis on a une autre à côté qui utilise l'intelligence artificielle. Donc, on n'est pas, je pense après les entretiens qu'on a faits, on est plus en mesure de voir cette diversité-là et d'en retirer des enseignements pour éventuellement faire des études plus quantitatives. Puis peut-être, si je peux rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, José, par rapport là, aux connaissances du domaine, il y en a il y en a certains qui sont des producteurs transformateurs. Donc, pour eux, c'était une passion de se lancer dans la production et pour en vivre, ben, il fallait que ça passe par la transformation. Donc, il y avait aussi des facteurs de ce type-là, là.
OK, donc là, si je continue, les formes de dépendance aux clients peu nombreux, est-ce une particularité de ce type d'entreprise? Non. Je pense qu'on voit ça dans tous les secteurs de transformation. J'ai vu Pierre-André était là tout à l'heure, donc chez les sous-traitants de Bombardier, par exemple, on avait vu que une certaine partie de sous-traitants avaient une forte dépendance commerciale. Donc, et ça dépend aussi du rythme de croissance du donneur d'ordre. Lorsque le donneur d'ordre est en forte croissance, bien, ça a des impacts énormes sur la plus petite entreprise, ce qui fait qu'elles n'ont pas le temps de développer de nouveaux marchés. Donc, ce n'est pas du tout particulier au secteur bioalimentaire. Émile, les mythes fissurés par les résultats le sont-ils réellement et dans quelle proportion on regarde des problèmes de l'échantillonnage? C'est très, je ne sais pas si vous voyez la question. C'est difficile de répondre à cette question-là. Elle est intéressante, mais en même temps, c'est 18 cas qu'on a fait. Donc, et dans ces 18 cas-là, je dirais qu'il y avait des particularités chez l'entrepreneur. Il y avait des particularités dans l'espace physique où était dans la localisation d'entreprise. Il y avait d'autres particularités sur l'accès à des compétences. Donc, je pense pas qu'on serait capable, même si on faisait des sous-secteurs avec ce qu'on a étudié, on serait même pas capable de faire des exemples types, des cas types là, qui nous donneraient une image de ces sous-secteurs-là. Je pense que peut-être l'élément qui est important, c'est la coordination de tout ça. Je veux dire, l'entrepreneur qui ne veut pas, là, même s'il y a du financement, même s'il y a plein d'affaires, il n'ira pas plus loin. Alors, dans la forte croissance, et peut-être, Annie, ce matin, on était avec, il y avait le ministre du secteur de l'agronomie qui disait justement comment dans la politique au Québec maintenant, on vise l'autonomie alimentaire, on veut faire... En fait, ça va mettre de la pression sur la croissance des petites entreprises parce que là, on va vouloir être plus autonome, donc produire plus pour nous. Mais pour les faire croître, les entreprises, il faut qu'on sache pourquoi certaines ne veulent pas croître, même si elles ont le marché pour le faire. Il faut qu'on comprenne les défis qu'elles rencontrent, les difficultés, le besoin d'accompagnement. Il y a tout plein d'éléments qu'on a besoin de rencontrer. Et dans ce sens-là, on peut pas répondre, je ne peux pas répondre à la question, est-ce que ces limites qu'on voit, c'est représentatif est-ce que c'est particulier à l'échantillonnage? Je ne pense pas. Je pense que c'est pas une caricature, mais c'est une projection qui n'avait jamais été étudiée de ce secteur-là. Je ne sais pas si Annie, tu veux compléter. Bon, ça fait pas mal le tour, ce que tu dis. Je suis tout à fait en accord avec ce que tu dis. Je vois qu'il y a des mains levées et on a... Encore 2-3 questions dans le chat. Fait que là, on priorise. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a Étienne. Ah non, c'est Étienne Desfossés qui doit s'en aller. Je pensais que c'était Étienne Saint-Jean. Alors, Étienne et Fanny, vous pouvez nous attendre un petit peu. On prend les questions dans le chat. Puis, Bernard, donc, plusieurs entreprises étaient actives depuis de nombreuses années. L'entreprise est prête pour entamer une forte croissance. À la question, donc, avez-vous identifié des conditions de départ qui indiquent que l'entreprise est prête pour entamer une forte croissance? Non, on n'a pas identifié ça. En même temps, c'est pour ça qu'il y avait une diapo tout à l'heure qui montrait la diversité des sources de croissance. Ce n'était pas toujours planifié, là. Donc, ce n'est pas au moment d'entamer la croissance, pourquoi est-ce que je vais croître de 20 dans la prochaine année? Ça, ils ne le savent pas nécessairement. Mais lorsqu'ils sont en croissance, là, ils gèrent les choses. Là, ils savent où est-ce qu'ils ne veulent pas aller. Pas tout le temps, mais dans la plupart des cas. Donc, on peut pas dire que les conditions de départ étaient toujours en place lorsqu'ils ont commencé. Parce que je pense qu'il y en a qui ont sous-estimé. Et c'est pour ça que c'est important de rendre ces résultats-là, de diffuser ces résultats-là. Il y en a plusieurs qui ont surestimé la préparation, entre autres, des milieux financiers.
Donc, ils s'attendaient, on a besoin d'argent pour pouvoir, soit une entreprise qui a besoin de faire un agrandissement, les matériaux, étant donné les exigences de salubrité, d'hygiène, les matériaux sont beaucoup plus coûteux que dans d'autres activités. La banque ne veut pas. Donc, ça, ce n'est pas anticipé là, de l'entrepreneur. Alors, eux autres, ils veulent croître, mais non, ils n'ont pas anticipé toutes les difficultés. Et peut-être que, probablement que s'ils avaient anticipé toutes les difficultés, ils auraient arrêté leur croissance aussi. Il y en a qui l'auraient arrêté, c'est certain, parce qu'on a vu des entrepreneurs quand même assez prudents aussi, là. Annie? Peut-être que je pourrais rajouter dans les secteurs plus traditionnels, tu sais, je dirais, ouais, c'est dans les secteurs bioalimentaires plus traditionnels, oui, il y a des entreprises qui étaient là depuis des décennies, mais qui poursuivaient une croissance tranquille. Puis tout d'un coup, ben, c'est différents éléments qui vont faire que l'entreprise là, va switcher à une forte croissance. Des fois, c'est c'est la relève qui arrive dans le portrait. Donc, la relève, elle, ça fait longtemps qu'elle cogite cette forte croissance-là. Donc, dès qu'elle a les mains sur le guidon, elle se lance dans la forte croissance. J'ai un autre cas en tête, ben, c'est un projet de retraite. Donc, dès que la personne a décidé qu'elle était à la retraite, elle est partie en forte croissance avec son entreprise alors qu'elle l'avait depuis une vingtaine d'années. Mais c'est tout le temps des cas. C'est tout le temps vraiment des cas. Il y a pas de... je vois pas là, même deux cas qui seraient semblables. Il y a une question de Luc Fauleux. En fait, il demande est-ce que le style de direction change tout au long du processus? En fait, là, il y a des entrepreneurs qui vont rencontrer des difficultés parce qu'ils ne changent pas, eux, leur style de direction. Donc, l'entreprise qui est en croissance, parce que la croissance amène une augmentation des banques, mais ça peut vouloir dire une augmentation des partenaires, ça peut vouloir dire une augmentation des réseaux, ça peut vouloir dire beaucoup de changements. Et certains veulent diriger l'entreprise de la même façon qu'ils le faisaient quand c'était stable. Alors, évidemment, c'est pour ça qu'on a bien mis dans nos recommandations, d'ailleurs, pour les consultants, l'adaptation au modèle d'affaires. Donc, faire évoluer l'entreprise pour qu'elle soit toujours adaptée à sa nouvelle réalité. Ce qui n'est pas toujours prévisible au temps zéro. Où est-ce qu'on va être au temps 4? On ne sait pas nécessairement tout le temps, mais il faut avoir la flexibilité de modifier le modèle d'affaires et le mode d'organisation pour être capable de faire face aux défis de la croissance. Pourrais prendre Étienne Saint-Jean? Ça marche. Merci beaucoup. Ben, d'abord, super belle présentation. Je trouve que c'est super intéressant d'aller dans le détail pour expliquer les enjeux liés à la forte croissance. Puis avec Pierre-André, on avait travaillé là-dessus justement au milieu des années 2000. Puis on avait fait des entretiens justement avec à peu près, on avait 14 cas de changements radicaux dans la forte croissance. Puis une des choses qui nous avait beaucoup surpris de ces cas-là, c'est qu'il y en avait à peu près la moitié qui nous avait dit qu'il y avait eu une croissance, en fait une très forte croissance par chance. Puis ils nous déclaraient puis on sait à quel point les entrepreneurs aiment ça parler de leurs bons coups, puis à quel point c'est eux qui sont au centre de tous les bons coups qu'ils ont pu avoir dans l'entreprise. Mais bien candidement, il y en a à peu près la moitié qui nous ont dit, ben non, c'était de la chance. Puis je me rappelle, à titre d'exemple, mais une entreprise qui fabriquait des meubles de patio à l'époque où c'était comment ça s'appelle, la résine de synthèse qui était super à la mode. Eux, ils faisaient des meubles avec extérieur, avec du métal puis du verre, comme c'est un peu plus à la mode aujourd'hui. Ils avaient toujours fait ça, mais c'était des produits de niche. Puis là, tout d'un coup, c'est devenu la nouvelle mode. Puis là, le carnet de croissance s'est mis à croître sans bon sens. Fait qu'il dit, nous autres, on n'a rien fait de nouveau. On a toujours fait ça. C'est juste que là, les commandes se mettent à rentrer. Puis leur défi, c'était justement de s'adapter. Mais là, on leur disait, qu'est-ce que vous avez fait pour susciter? Ben rien, les commandes rentrent. Puis, puis on en a plusieurs qui disaient ça, dont certains qui étaient aussi dans des réseaux d'entreprises, justement, avec des fournisseurs, puis qui disaient, ben là, la croissance du produit final augmente. Fait que moi, comme fournisseur, ben, je fournis un des donneurs d'ordre. J'en ai plusieurs, mais un des donneurs d'ordre. Puis je me demandais, étant donné que c'est l'agroalimentaire, puis on a vu notamment avec toute la COVID, l'importance de manger local, l'importance des circuits courts. Je me demandais dans quelle mesure ce genre d'événement-là externe, qui est évidemment aucunement planifié, là, mais que ça peut jouer ou que ça a pu jouer cette idée-là de la chance qui arrive un peu dans le parcours de l'entrepreneur, puis qui fait juste être super réactif, puis profiter de la manne qui lui tombe dessus. Là.
Peut-être juste, je commence la réponse, mais Annie, tu vas pouvoir continuer. On a utilisé d'ailleurs, Étienne, votre rapport justement. Alors, Annie, je te présente Étienne Saint-Jean du rapport qu'on a utilisé. Là, tout à l'heure, je sais, ah, c'est lui. La chance, je ne sais pas si on a vraiment des entreprises qui ont, où ça leur est tombé dessus, là. C'est sûr que on a plusieurs entreprises qui sont sur des marchés de niche et qui sont dans des situations où il y a comme la clientèle n'est pas très diversifiée. Ouais, peut-être qu'il va y avoir un peu de chance, mais il me semble qu'on n'a pas tant que ça dans notre échantillon, Annie. Non, 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 pas dans ces proportions-là du tout. Fait que c'était plus une croissance qui était voulue de leur part, autrement dit, qui était, à défaut d'être planifiée, en tout cas assez voulue, et qui orientait leur stratégie dans ce sens-là. C'est un peu ça? Non, elle n'était pas nécessairement voulue. Eux autres, ils continuaient avec un client, puis là, le client leur dit, parce qu'en fait, il y en a qui ont arrêté. Par exemple, dans certaines entreprises, on vous dit, demain matin, votre client, Costco vient vous voir. Et Costco vient nous voir pour une petite entreprise de 15-20 employés. Là, on comprend que là, c'est vraiment une hyper-production. Il faut s'engager dans des volumes de production qui sont absolument énormes. Ça, on a eu quelques cas comme ça, mais dont un qui ne s'est pas concrétisé, là. Alors, je dirais pas que je dirais pas que c'est de la chance, je dirais pas que c'est complètement non planifié, mais ils ont des bonnes relations avec les clients. Ils sont prêts à avoir un certain rythme de croissance. Peut-être ceux qui ont repris des entreprises voulaient la croissance. Ça, c'est clair. Mais pour ceux qui étaient déjà là, ce n'était pas nécessairement une orientation de forte croissance de ce type-là. Il y a un cas, peut-être sans le nommer, c'est un cas intéressant parce que ça reprend un peu, c'est un exemple un peu comme celui que tu mentionnes. C'est un entrepreneur qui fabrique un produit transformation alimentaire qui est très peu en demande au Québec. Alors, lui, il réussit à développer son produit, son marché, à se faire une réputation ailleurs qu'au Québec. Mais maintenant, ce produit-là est en demande au Québec. Maintenant, là. Alors, ça fait peut-être 3-4 ans, pas plus. Et là, il est en pleine croissance. Mais l'intérêt de ce cas-là, c'est que l'entrepreneur, il a développé son produit, il a vraiment une forte expertise, il peut en parler, mais les consommateurs québécois viennent de se réveiller sur ce produit-là qui a des bonnes valeurs alimentaires. Alors, mais il n'était pas en croissance ailleurs, il était ailleurs. Mais il a commencé, il a connu une forte croissance au Québec par la demande. Puis nous, on a fait notre collecte de données juste avant la COVID. Donc, Ouais. on n'a pas le portrait de ce que ça a créé comme demande au niveau des producteurs, au niveau des transformateurs locaux, là, malheureusement. Ça serait super intéressant à regarder par contre. Parce que je crois qu'il y a eu une forte demande pour certains d'entre eux. Oui, puis forcément non voulu puis non planifié. Fait que dans ce sens-là, comment ils réagissent, il y aurait ça d'intéressant. En tout cas, j'arrête, je laisse la place à d'autres, mais vraiment bravo, merci, là, c'était super intéressant. Là. Merci. Fanny. Donc, bonjour, merci beaucoup. Franchement, je trouve ça super intéressant. Moi qui travaille sur la croissance, mais au niveau agricole, ben, c'est sûr qu'on voit vraiment des choses qui sont similaires. J'avais 3 petites questions. La première, c'est au niveau du financement. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous dites, dans le fond, soit que j'ai compris qu'il y avait une méconnaissance comme des capitales risques ou une difficulté d'y accéder, alors qu'au Québec, on a quand même un fonds de capital risque spécifique à l'agroalimentaire. Donc, capital financier agricole. Est-ce que les propriétaires en ont fait mention? Est-ce qu'ils l'utilisent, ce fonds-là, ou ça ne fait pas partie de leur portefeuille? Annie? Ben, moi, les entretiens, pas beaucoup, non. Pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Il y a une partie des entrepreneurs rencontrés qui, eux, veulent garder beaucoup de contrôle sur leur financement. Donc, mais je ne sais pas, José, toi qui connais peut-être plus ces questions-là, mais en tout cas, moi, de mon côté, je n'ai pas vu que ça n'a pas été tant mentionné que ça, non. Ben, je pense que par rapport à des projets, il y a des choses qui sont
quand on dit qu'il y a du financement, oui, c'est vrai qu'il y a une offre de financement, mais est-ce que l'offre de financement répond aux besoins spécifiques? C'est là où, quand je disais tout à l'heure dans les conclusions, il faut qu'il y ait de l'intervention sur le financement. Les entreprises ont besoin de ressources, mais à certains moments critiques, il n'y en a pas tout le temps. Alors, dans les entreprises, entre autres, il y a plusieurs entreprises qui ont gagné des prix. Donc, les entrepreneurs ont développé des produits nouveaux, ils ont gagné des prix et tout l'argent, ils ont pu démarrer leur entreprise par l'argent qu'ils faisaient par les prix qu'ils obtenaient. Alors, leur capital a été investi. Puis quand toute la ressource monétaire était dans l'entreprise. Et quand ils allaient chercher du financement externe, les gens disaient « Oh, vous êtes trop petit, oh, on ne connaît pas ça, on n'est pas certain du marché, on n'est pas capable d'évaluer les risques. » Donc, le financement n'était pas toujours accessible. Même s'il y a une offre de financement, je dirais que c'est global. Il y en a quelques-unes qui sont financées par la financière agricole, mais il me semble, qu'Annie, tu me disais que c'est pas beaucoup les transformateurs, je pense. Hein? Non, c'est ça, c'est plus pour les producteurs, mais il y en a des producteurs transformateurs qui auraient pu, mais qui malheureusement, non. En tout cas, c'est peut-être notre échantillon aussi. On s'entend qu'on n'a pas beaucoup d'entreprises là, dans notre échantillon d'une part, puis on dirait qu'il y en a plusieurs qui tombent entre deux chaises là, à ce niveau-là. Donc, c'est peut-être qui explique le fait. Là. Mais ça serait quand même intéressant de le creuser, cette histoire-là, parce que c'est vraiment un outil capital financier agricole qui est fait expressément pour les transformateurs agricoles québécois. Donc, s'il n'est pas utilisé, ça serait intéressant de voir pourquoi justement ces entrepreneurs-là, ils ne connaissent pas cet outil-là de financement. Mais nous, on a des entreprises à forte croissance. Fait que peut-être qu'il y a le niveau de risque là, qui ne fit pas trop avec, je ne sais pas. C'est vraiment une catégorie spécifique d'entreprise. J'avais une autre question sur les barrières. Puis il y en a une qui n'a pas été évoquée, qui est l'accès aux ressources. La spécificité du secteur agroalimentaire, c'est quand même d'avoir accès à des ressources, donc des matières premières qui sont périssables. Puis avec notre système de régulation, finalement, donc, c'est pas toujours facile d'importer toutes les ressources. Puis, ben ça semble pas avoir été évoqué, que dans leur forte croissance, l'accès aux ressources, ça paraît pas être comme un frein. Est-ce qu'ils en ont parlé de cet accès à la ressource-là ou pas du tout? La plupart des intrants sont locaux. En tout cas, j'ai un cas en tête qui s'est importé, c'était surtout les fluctuations du taux de change qui étaient problématiques. Là. Puis c'est une entreprise qui essayait quand même de se défaire de cette dépendance-là, là, soit en diversifiant ses sources d'intrants. Mais pour la plupart, là, c'était vraiment des intrants locaux, puis ça n'a pas été soulevé comme étant un gros obstacle. Non. Bon, tu vois, c'est intéressant parce que l'autre phase, c'était, dans le fond, justement, les producteurs transformateurs. Moi, ce que j'observe, c'est justement les producteurs qui se lancent dans la transformation. Bien, ça, souvent, ça fait des unités de transformation à plus forte croissance parce qu'ils ont un accès direct à leurs matières premières. Donc là, je voulais savoir si vous, justement, vous avez observé ça. Est-ce que vous avez des cas de producteurs transformateurs? Est-ce que vous y voyez des différences versus ceux qui sont que transformateurs et qui n'ont pas un accès aussi direct à la matière première? Il me semble qu'on n'a pas vu de différence. Rien de notable comme tel. Même au niveau des producteurs transformateurs, il y en a qui produisent eux-mêmes, mais qui ont aussi tout un réseau de producteurs qui travaillent avec eux. Parce qu'il y a un cas, entre autres, la recette qui donne le produit final, elle est confidentielle. Il y a du secret professionnel là-dessus. Et même, elle a, cette entreprise-là a un réseau de fournisseurs et c'est vraiment tenu sous secret, je dirais. Là. Même la façon, le type de produit qu'ils vont développer. Tout est confidentiel, mais ces gens-là n'ont pas mentionné de problème particulier dans leur réseau, là, dans leur petite chaîne. Là. Alors, peut-être, ça peut être un problème d'échantillonnage. Ça peut être pas un problème, mais ça peut être lié à l'échantillonnage aussi. Merci. Merci. Nathalie Lachapelle. Bonjour. Écoute, Fanny a posé déjà 2 des 3 questions. Alors, merci de vos réponses. Bravo pour votre recherche puis d'avoir soulevé la forte croissance, parce qu'effectivement, on ne voit pas grand-chose en agro à cet égard. Ma question, moi, c'était à savoir justement, dans votre échantillon, si vous en aviez des producteurs transformateurs qui faisaient du circuit court, parce qu'en fait, vous m'avez titillé quand vous avez dit que
qu'une des raisons pour laquelle ils innovaient, c'était parce qu'ils répondaient aux des producteurs transformateurs, donc circuits courts, puis sinon, on n'entend pas bien. Nathalie, le micro est fermé. On ne vous entend pas bien. On ne vous entend plus, en fait. Peut-être pour répondre en attendant qu'elle puisse revenir, on a des producteurs transformateurs dans notre échantillon. Mon réseau n'est pas assez bien où est-ce que je suis présentement. Alors, je vais fermer ma caméra pour donner une chance. Est-ce que là, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Alors, est-ce que, en attendant, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, il y avait M. Émile. Émile. Je vois la main levée. OK, merci beaucoup pour la parole. Mais félicitations pour la clarté de l'exposé, et surtout les résultats auxquels l'enquête a dû mener, a dû conduire les différentes observations qui avaient été faites sur le terrain. Je voulais plutôt revenir sur la dimension de financement. Je me posais la question de savoir, à côté des mécanismes que vous avez dû proposer, en l'occurrence, les sociétés à capital risque comme mécanisme de financement ou les business angels, auxquels on pourrait même ajouter aussi les programmes de gouvernement. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des formules, par exemple, de financement participatif, de sorte à soutenir en guise de stratégie d'appui en moyens financiers ces différents entrepreneurs, étant donné que les systèmes classiques de financement par le canal de banque, vous les avez pratiquement stigmatisés, qui ne sont pas très appropriés et outillés pour accompagner ce genre de prestations en termes de croissance. De la même manière aussi, je voudrais savoir si les comportements que certains entrepreneurs développent en ce qui concerne leur attitude vis-à-vis des banques, même vis-à-vis de ces mécanismes nouveaux de financement qui sont les sociétés à capital risque et autres, qui sont les attitudes de découragement dû au fait que, par expérience, on sait que c'est lourd le temps que les banques mettent, que les autres institutions mettent à l'analyse de leurs dossiers, les différents coûts et même les procédures longues, cela fatigue. En définitive, ça lasse un certain nombre d'entrepreneurs. Est-ce que ces attitudes ne sont pas de nature à décourager et à même raréfier les quelques rares moyens financiers qui pourraient être mis à leur disposition et ainsi entraver leurs relations avec les banques et même leur capacité de performance, leur capacité de croissance? C'était les deux premières observations. Et la dernière, ça c'est peut-être juste un petit commentaire. C'est par rapport à la formulation du rapport à l'intitulé. Je vois, c'est des entreprises à forte croissance. Dans le descriptif, tantôt on lit à forte croissance, ce qui peut incliner à penser que ce sont des entreprises à potentiel de croissance. Et dans la présentation, de temps en temps, on parle aussi d'entreprises en forte croissance. Là, je me pose la question de savoir, est-ce qu'il y a un tronc commun qui permet de loger les deux dans un même champ sur lequel les observations pourraient être de manière pertinente
développée ou c'est à dessein tout simplement qu'on l'a dit, qu'on l'a fait pour susciter à la fois l'esprit de développement, d'esprit de croissance ou tout simplement l'état en soi. Donc, l'état de croissance ou le mouvement de croissance des entreprises ainsi considérées. Merci, c'était ça le... Merci. Je vais aller rapidement vu l'heure tardive. Donc, je vais sur le financement, je pense qu'il faut peut-être pas méprendre notre analyse. Je n'ai pas dit que j'ai pas stigmatisé l'offre de financement bancaire. J'ai dit qu'à certains moments, le financement était difficile à obtenir. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Les conclusions qu'on obtient pour ces entreprises-là, je pense qu'elles sont valables pour tous les secteurs d'activité. Donc, le défi du financement des entreprises en forte croissance, il est assez universellement reconnu. Je pense que ça va. Peut-être que ce qu'on amène dans nos résultats, c'est une particularité de besoins qui peuvent être différents de d'autres secteurs. OK? Donc, quand on parle de secteurs très réglementés comme ce qu'on a, des produits qui vont dans le corps, donc où il y a des exigences salubrité, hygiène, et ainsi de suite, qui n'ont pas d'autres secteurs, ça demande peut-être des financements particuliers. Mais cela dit, le financement bancaire est un acteur important de la capacité des entreprises à croître. Mais il n'est pas nécessairement présent sur toute la ligne d'activité de l'entreprise. Et ça, c'est assez conforme à ce qu'on trouve dans d'autres secteurs d'activité à cause du risque qui sont plus ou moins que veulent prendre plus ou moins les bailleurs de fonds, les banquiers, qui n'est pas leur métier de prendre du risque. Pour ce qui est du capital de risque, c'est la même chose. Je ne pense pas qu'un capital risqueur refuserait un bon projet d'une entreprise dans le secteur agroalimentaire. Si le capital de risque, on parle plus de capital de développement. S'il y a des perspectives intéressantes, oui. Mais il y a des risques particuliers dans le secteur agroalimentaire, c'est clair. Alors, dépendant justement si vous êtes aussi un producteur, là, vous avez les aléas de la nature, des saisons. Alors, il y a des éléments particuliers qui ne sont pas nécessairement présents dans les autres secteurs. Il faut juste voir ajuster l'offre de financement en fonction de ces besoins-là. Annie, est-ce que par rapport à en forte croissance ou à forte croissance, peut-être juste une mégarde de notre part, là? Oui, je pense que José a bien répondu là, à la question par rapport au financement. Puis en fait, c'est ça. Donc, par rapport aux entreprises, on étudie les entreprises en forte croissance. Nos entreprises, elles ont toutes connu la croissance. Donc, on n'était pas... Mais c'est vrai que la littérature fait toujours des transpositions sur le potentiel de croissance à partir des résultats qui ont été observés. Il y avait une préoccupation en ce qui concerne l'attitude des entrepreneurs. Je parlais de la dimension du découragement. Par rapport au financement? Oui. Est-ce que vous avez pu, par exemple, épingler des attitudes du genre qui seraient de nature pas très favorables à la croissance, tout simplement puisque les entrepreneurs, du fait d'avoir eu à entretenir, par exemple, des relations avec les banques ou même les sociétés financières, pour le temps qu'ils mettaient, les formalités auxquelles ils étaient assujettis, les conditions qu'ils devaient remplir, et même surtout les refus enregistrés sans et là, ils se voyaient en devoir de ne plus recourir à ces mêmes services. Et ce qui réduisait à ce moment-là leur capacité, puisqu'ils ne s'adressaient plus aux banques, ils ne s'adressaient plus à ces pourvoyeurs de fonds. Est-ce que cette attitude, vous avez pu, par exemple, l'épingler et l'intégrer dans le cadre des barrières qui handicaperaient à ce moment-là la forte croissance de ces unités?
ça n'a pas ressorti directement comme vous en faites allusion, mais c'est une possibilité parce que c'est sûr que nous, dans notre questionnaire, c'était un gros questionnaire, puis là, on avait peu de temps parce que c'est des gens occupés. C'est sûr qu'on leur demandait, bon, mais comment vous financez vos activités, etc. Puis on leur demandait dans les obstacles, est-ce que vous voyez des obstacles au niveau là, du financement de vos activités en forte croissance? C'est sûr que la paperasserie en général, mais ça, l'élément que vous soulevez là, je le trouve intéressant, mais il n'est pas ressorti de front comme ça. Les problèmes de financement, c'était beaucoup des problèmes de financement de la trésorerie, parce que tout va très vite en forte croissance. Mais c'est ça, ce que vous soulignez, là, il n'y a pas d'entrepreneurs qui, moi, me l'ont dit directement. Mais je ne dis pas qu'il n'est pas présent. Je pense qu'il faudrait peut-être aller plus spécifiquement, poser des questions plus spécifiques par rapport à creuser cet aspect-là du financement. Alors que nous, on leur demandait est-ce que c'est un obstacle, oui et non, mais on n'allait pas dans le pourquoi du pourquoi. Là. Je ne sais pas si, Josée, tu veux rajouter quelque chose? En fait, l'étude portait, entre autres, sur le besoin de financement. Et si tu te souviens, Annie, il n'y a aucune des entreprises, quand on leur demandait les freins, les difficultés, qui a évoqué le financement en premier. Il n'y a aucune. Celles qui ont évoqué le financement, c'était entre autres pour les besoins de trésorerie. Alors, c'est plutôt un besoin ponctuel qui arrive à un moment donné sur un cycle. Puis après ça, bon, ben, les rentrées de fonds se font et on peut comprendre que ce sont les plus petites entreprises, pas les plus petites, les plus jeunes, qui ont principalement ce problème-là parce qu'elles n'ont pas de fonds de roulement, elles n'ont pas encore d'historique, donc elles n'ont pas accumulé de capitaux qui leur permettraient d'accéder plus facilement. Et ce problème de trésorerie-là venait beaucoup du problème d'appariement des échéances, c'est-à-dire que les sorties de fonds viennent trop vite par rapport aux entrées. Et c'était une de nos recommandations d'ailleurs, si tu te souviens, Annie, la recommandation au gouvernement, c'était peut-être d'avoir un mécanisme de temporaire, de transition qui permettrait justement aux PME, donc que le gouvernement absorbe pendant une certaine période de transition le déficit de financement des PME. C'était une de nos recommandations pour le gouvernement. Mais c'est pas, j'insiste sur une chose, c'est que le financement bancaire, il finance des choses particulières. Les entreprises innovantes, tous secteurs confondus, ont tous les mêmes problèmes d'accès à certains moments pour certaines activités à ce financement-là, parce que ce financement-là n'est pas fait non plus pour soutenir ce type de besoin-là. Donc, je pense que globalement, les entrepreneurs qui sortent mécontents, je ne suis pas toujours certaine qu'ils ont raison d'être mécontents. Je pense qu'il y en a qui ne comprennent pas c'est quoi le rôle des différents acteurs dans le marché financier. Et ça, je parle avec 20 ans d'expérience sur le financement des PME, où je ne condamne pas les banques, pas du tout. Je pense que globalement, elles font ce qu'elles doivent faire, mais c'est pas les emprunteurs, les petites entreprises ne comprennent pas tout le temps c'est quoi le rôle des banques ou c'est quoi le rôle du gouvernement aussi. Alors, donc je pense que... Et peut-être en conclusion, je dirais, ça n'arrêtera pas les entrepreneurs par rapport à l'attitude. Un entrepreneur ne se laissera pas arrêter par ça. Des entrepreneurs qu'on a vus qui acceptaient, qui se trompaient, qui acceptaient qu'ils pouvaient avoir des échecs. Au contraire, ils vont trouver d'autres façons de trouver du financement, ils vont trouver des alternatives, mais ils ne se laissent pas arrêter ils se laissent pas arrêter facilement. Je ne sais pas, Annie, si ça conclut. Oui, j'abonde dans le même sens. C'est d'accord. C'est peut-être pas tous des entrepreneurs au sens classique du terme. C'est peut-être aussi certains sont des propriétaires dirigeants et d'autres sont des entrepreneurs. Mais il n'y a peut-être pas une homogénéité dans les traits classiques de l'entrepreneur. Ouais, peut-être juste pour là-dessus, on utilise les deux mots, mais ils sont tous entrepreneurs dans la définition d'entreprendre et d'innover et de prendre des risques. Ils le sont tous. Okay. Mais pas encore là, c'est des continuums. C'est des continuums. Et quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'ils s'ajustent beaucoup selon ce qu'ils vivent aussi. Alors, cette porte-là, alors, qu'est-ce qu'on parle? On parle d'effectuation ou de causation, là? On pourra faire une présentation là-dessus plus tard. Ben écoutez, merci beaucoup pour cette belle présentation qui a suscité pas mal d'échanges. Et donc, je vous dis
au prochain webinaire. Merci beaucoup pour l'animation. Merci. Merci à tous.